Merci à toutes et à tous de venir écouter ce webinaire sur la conception des formations hybrides à distance et l'accompagnement des enseignants. Donc ce webinaire est organisé dans le cadre d'un groupe ouvert et informel qui s'appelle Hybridation en coopération ouverte, qui a démarré il y a maintenant 1 an et demi dans le cadre d'un projet qui doit avoir presque 2 ans maintenant, puisqu'il a démarré avec la période de premier confinement. On a commencé à se poser la question de qu'est-ce que devenait l'enseignement supérieur et comment on vivait ce confinement. Et puis après le confinement, on s'est posé la question ensemble de comment continuer et comment préparer la suite, sachant qu'il allait y avoir sans doute d'autres vagues et le futur a confirmé ça, et que quelque part, l'hybridation des formations devenait un sujet à part entière à prendre au sérieux. Et donc, on a démarré à quelques-uns, et puis on a eu des gens qui nous ont rejoints, et on s'est organisé dans une forme assez ouverte de coopération, avec des réunions un petit peu informelles de discussion pour identifier les sujets qui intéressaient tout le monde, des propositions de sujets ou d'inviter des gens qui étaient inspirants, qui pouvaient permettre à tous de travailler de manière ouverte sur ces questions de coopération et d'hybridation. Je vous renvoie sur le site Riposte Créative Pédagogique, où on a une vingtaine de webinaires qui ont été enregistrés avec des sujets à chaque fois qui ont été intéressants. Et puis le fait de travailler ensemble, ça a d'une part permis de faire casser des, des murs entre des métiers, et entre des institutions, donc d'ouvrir des sujets qu'on n'aurait pas ouverts autrement. D'aborder des gens qui ont d'autres manières de travailler au-delà d'enseignement supérieur pur jus. On utilise notamment un outil qui s'appelle YesWiki, qui est promu par des gens de la coopération autour d'Animacoop, de Laurent Marceau, et qui a rejoint les Colibris. Donc un contexte assez ouvert, et ça c'est intéressant. Et puis ce contexte il continue aujourd'hui avec un travail autour de la transition écologique. Donc vous pourrez aller voir toujours sur le site et voir qu'on est en train de se poser des questions autour de cette transition écologique et comment l'enseigner et qu'est-ce que ça impacte en fait sur nos modes de formation. Donc c'est complémentaire, je dirais, en termes d'urgence, en termes d'importance et en termes de thématiques par rapport à cette question d'hybridation. Mais ce soir, on va se reconcentrer sur l'hybridation et sur la conception des formations à l'hybridation. Et donc, j'ai la joie d'accueillir Benoît Martinet, un collègue d'IMT Nord-Europe qui travaille depuis un certain temps sur ce sujet, qui a commencé à produire quelques écrits et qui a une réflexion qui me paraît assez intéressante autour des dimensions de la conception des formations hybrides. Donc, je vous propose qu'on l'écoute tous ensemble pendant le temps qu'il voudra bien nous accorder. Et puis, derrière, on ouvrira un temps de débat, parce que je pense que vous allez tous avoir des réactions en disant que soit il a oublié des choses, soit il a vu des trucs super intéressants, soit vous aimeriez discuter d'autres dynamiques que vous avez oubliées. Donc voilà, le débat est important. Alors pour alimenter le débat, je vais vous proposer aussi de faire une prise de notes participative. Donc je vous mets dans le chat un lien vers un pad que vous allez pouvoir rejoindre, et puis éventuellement y marquer votre nom si ça vous intéresse, et puis prendre des notes avec tout le monde. Donc voilà, le cadre est prêt. Benoît n'attend plus que nous, et donc je lui propose de partager son écran, et puis on l'écoute. Combien de temps tu peux compte parler Entre 15 et 18 minutes à peu près. Ok, c'est parti pour 18 minutes. À toi Benoît. Vous voyez bien l'écran, là, il n'y a pas de souci? Pas de souci. Tout est OK? Je t'entends pas, Jean-Marie, en fait. Je coupais le micro. Oui, c'est Ah, pardon. super. OK, OK. J'essaie de le Alors, faire discret. très bien. Donc, tout d'abord, merci à vous d'assister à cette réunion. Je suis Benoît Martinet, j'ai 52 ans, je suis enseignant de l'Académie de Lille, détaché pour enseignement numérique, donc à l'IMT Nord-Europe, comme l'a précisé Jean-Marie. Et je suis également apprenti chercheur, coaché par Mathieu Vermeulen, Alexis Leby et Nadine Mandran.
Et je vais vous présenter dans le cadre de ce webinaire The Grid, qui est l'une des premières contributions dans mon cheminement vers un outil d'accompagnement pour l'hybridation de situations pédagogiques. J'espère que cela pourra répondre au moins en partie à certaines de vos attentes. Et puis, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, j'ai hâte de pouvoir débattre avec vous et d'avancer sur le sujet. Donc, pour le ministère, l'une des clés pour l'adaptation du système de formation de l'enseignement supérieur face aux enjeux socio-économiques et sanitaires reposerait sur l'apparition de nouvelles modalités d'apprentissage et d'enseignement soutenues par les nouvelles technologies. L'hybridation semble pouvoir être l'une des clés donc, pour relever ce défi, et ce qui implique pour les enseignants de s'approprier le concept de l'hybridation, d'être capable de concevoir des scénarios hybrides donc qui mêlent présence et distance et qui considèrent le contexte, les contraintes et le besoin. Et également, quelque chose qu'on oublie souvent mais qui est très important, donc à savoir de créer de la continuité. Alors, quand je parle de continuité, je ne parle pas de maintenir un lien coûte que coûte, comme ça a été le cas donc, ces 2 dernières années, où la continuité signifiait maintenir ce lien. Moi, je parle pas non plus de juxtaposer des séances en présentiel et en distanciel, mais d'intriquer avec efficacité et cohérence les dimensions spatio-temporelles et d'enseignement et apprentissage de façon à pouvoir donc à ce que la distance prépare la présence et la présence prépare la distance. Donc vraiment qu'il y ait une cohésion. Donc c'est ce que plusieurs chercheurs appellent le continuum des dimensions, donc enseignement-apprentissage et spatio-temporel. Donc, et pour moi, l'enjeu de l'hybridation est vraiment se situe à ce niveau-là. En tous les cas, c'est l'un des points majeurs selon moi. Donc, à ce sujet, nous avons donc mené un état de l'art dont les principaux travaux identifiés figurent ici, mais il y en a plein d'autres, évidemment, je n'ai pas tout mis, mais donc le projet ISUP que tout le monde connaît, enfin j'imagine, et donc qui fait figure de référence avec ses 14 caractéristiques, ses 5 dimensions, ses 6 types de dispositifs. On pourra revenir dessus si certains le souhaitent. Et l'état de l'art nous a mené également à considérer, forcément par rapport à la thématique, un ensemble de méthodes de conception qui était l'article auquel faisait allusion tout à l'heure Jean-Marie présenté à KPES, et où donc on a pu faire un état de l'art sur les principales méthodes utilisées à l'aide d'une grille constituée de critères issus de l'état de l'art. Et puis on s'est aperçu qu'a priori, aucune méthode était vraiment satisfaisante pour relever les enjeux de l'hybridation. Et là aussi, si vous voulez, on pourra revenir en détail sur les avantages et les inconvénients. Ma slide a sauté. Donc, des difficultés persistent, car effectivement, les TIS ont permis d'élargir considérablement le champ des possibles en termes de situation pédagogique, en termes de rapports, justement, comme on est en train de le faire, de façon synchrone ou asynchrone, etc. Mais les nouvelles technologies ont également largement complexifié la conception de situations pédagogiques pour les enseignants, ce qui est un problème. En effet, ils doivent prendre en considération maintenant ce qu'appelle Berthiaume donc la méta-scénarisation, donc le rôle des enseignants, le statut des étudiants, les modalités de formation. Donc, on revient au synchrone, asynchrone, distant, présentiel, que j'appelle donc spatio-temporalité. On vient de découvrir que les outils ne sont pas forcément toujours en adéquation et donc les enseignants de surcroît doivent, pour assumer donc l'ensemble des rôles maintenant qui leur est dédié, puisqu'on était parti de l'enseignant normal à celui d'animateur, de coach, de tuteur, et maintenant on tendrait à faire des enseignants aussi des concepteurs pédago-numériques. Et puis donc c'est difficile pour eux de développer toutes les compétences nécessaires et d'endosser tous ces rôles. Et j'ajouterais que dans l'enseignement supérieur, c'est encore un peu plus accru comme difficulté, parce que souvent les enseignants-chercheurs ont affaire à un public hétérogène, avec des étudiants en grand nombre,
Par ailleurs, souvent, la plupart d'entre eux n'ont pas reçu de formation vraiment spécifique à la pédagogie et pour finir, souvent, ils ont peu de temps donc, à dédier pour la conception de ce type de dispositif. Donc, la problématique qui sous-tend, c'est comment on peut accompagner les enseignants dans le cadre de leur stratégie et stratégie dans le cadre de la conception et l'adaptation de leurs cours dans des contextes mêlant présence et distance. Et ce qui a abouti donc à identifier 3 questions de recherche. Mais dans le cadre de ce webinaire, on va essentiellement se focaliser sur la première, à savoir comment concevoir et mettre en œuvre des situations hybrides et qui soulève 2 choses. Qu'est-ce que l'hybridation? Parce que tout le monde n'est pas d'accord. Et quelle méthode utiliser pour essayer de mettre en œuvre donc, des situations hybrides? Alors, tout d'abord, avant tout, il fallait commencer par, justement, on vient de le dire, par essayer de définir ce qu'était l'hybridation. Et en fait, on a donc fait un état de l'art là-dessus et on s'est aperçu que il y avait, selon Pelletier et Séguin, en 2020, on fait émettre un certain nombre de points critiques, une hétérogénéité dans la terminologie. Alors, tout le monde ne parle pas de la même chose. On parle d'hybride, d'hybrid learning, de blended, de mix, de dispositifs hybrides de formation. Et toujours, donc, personne n'est vraiment d'accord sur la terminologie à adopter. Après, il y a une absence de consensus. Quand on regarde les définitions, certaines sont plus axées sur les modalités d'organisation de la présence et de la distance. D'autres sont plus focalisées sur l'ingénierie pédagogique et les technologies pour les soutenir, d'autres sur les pédagogies. Enfin bref, on a vraiment du mal à pouvoir s'y retrouver. Donc c'est un travail qu'ont essayé de mener donc Pelletier et Séguin. Et nous, par rapport à ça et par rapport au fait que nous voulions mettre l'emphase sur l'importance du phénomène combinatoire des caractéristiques de l'enseignement en distance et à présence, on a souhaité donc reformuler donc, et faire notre propre proposition de définition. Bon, celle que vous voyez à l'écran est juste un résumé. En fait, vous pourrez trouver la vraie en totalité. À la fin, j'ai prévu un QR code pour ceux qui voudraient télécharger l'article et donc vous pourrez la retrouver en détail. Mais on s'est aperçu qu'une définition ne suffisait pas à décrire, à comprendre ce qu'était l'hybridation et encore moins à se l'approprier pour les enseignants. C'est pourquoi on a cherché à conceptualiser ce que pourrait être, selon nous, donc l'hybridation. Donc, à nouveau, une revue de la littérature associée à une revue des pratiques, d'un ensemble de MOOC, de formations, de bonnes pratiques, ont permis de mettre en exergue un certain nombre d'éléments qui reviennent systématiquement, parmi lesquels la structuration du parcours, les stratégies pédagogiques et d'accompagnement, la création de présence à distance, la médiatisation, la médiation, voilà, un ensemble de critères qui ont abouti, donc, en ce qui nous concerne, à pouvoir proposer The Grid, donc grille de lecture pour l'hybridation de dispositifs, et qui semble pouvoir devenir, on pourra en parler tout à l'heure, qui semble pouvoir devenir un outil cadre et d'analyse au service d'une ingénierie hybride multiniveau. Alors, The Grid est constitué de 3 niveaux, dont chacun correspond donc à un niveau d'ingénierie et à des acteurs spécifiques. Donc, le niveau macro est plus relatif à l'institution et donc à une ingénierie de formation et aboutit au séquençage d'un parcours, au séquençage et à la médiatisation d'un parcours de formation. Le niveau méso, quant à lui, plus à une ingénierie donc, pédagogique et qui aboutit à la conception et la médiatisation de scénarios de séquences ou de séances. Et enfin, un niveau micro qui est plus relatif donc, à la structuration des activités qui composent donc, ce scénario pédagogique et donc au support didactique et à leur médiatisation. Alors, une hybridation totale requerrait de s'attacher aux 3 niveaux, puisqu'en fait, les niveaux supérieurs dans le modèle influencent les niveaux inférieurs. Mais cependant, chaque niveau peut être un point d'entrée indépendant pour l'hybridation.
Et si on revient un peu sur la crise du Covid, j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure, mais on s'apercevra que les enseignants ont recouru essentiellement au niveau micro et seulement à la partie médiatique du niveau micro, qu'on verra donc un peu plus tout à l'heure. Donc, chaque niveau macro, méso et micro qu'on vient de passer en revue est constitué de 3 états, donc un état associatif. Cet état associatif, il représente, tout à l'heure on parlait de continuité, hein, donc là on est vraiment dans le nerf de la guerre pour nous, représente l'union d'une intention pédagogique à la modalité spatio-temporelle. Alors, quand je dis modalité spatio-temporelle, c'est la combinaison de synchrone, asynchrone, distant, présent et de toutes les modalités hybrides qui en découlent. Donc, on pourra les citer si vous voulez tout à l'heure. Et donc, l'idée dans cette phase associative, c'est d'identifier donc l'intention pédagogique, qu'elle soit de formation au niveau macro ou pédagogique au niveau méso, et de lui associer donc la modalité spatio-temporelle simple combinée, la plus adaptée, de façon à ce qu'elle puisse répondre évidemment aux besoins pédagogiques, mais aussi au contexte et aux contraintes. Dans les contraintes, on inclut forcément les contraintes de tous les acteurs, de l'institution, des enseignants, mais aussi évidemment des contraintes des étudiants. Et donc, cette phase associative est soutenue évidemment par les nouvelles technologies. Donc, la deuxième phase est une phase de structuration intégrative. Elle permet donc de réifier l'association que nous venons d'évoquer donc en une structure et qui intègre également les orientations pédagogiques et d'accompagnement. Et enfin, l'état médiatique qui permet donc de concrétiser la structure intégrative, qui la rend accessible donc au format numérique donc à distance. Là, on est plutôt dans la médiatisation et adapté aux apprentissages. Donc là, on serait plus dans une forme de médiation. Et donc, dans ce troisième but, on vise à aussi développer, favoriser l'autonomisation. Alors, dans l'autonomisation, j'entends 2 choses, c'est-à-dire permettre à l'étudiant de se repérer dans le cours, de planifier ses actions, de mesurer sa progression. Et dans un deuxième temps, j'ajoute tout ce qui peut faciliter l'étudiant donc dans ses apprentissages, donc les guides, des consignes, des feedbacks etc., et autres outils d'objectivation. Alors, ainsi décrit en trois niveaux et 3 états, on se retrouve avec ce que j'appelle des plans, des plans, donc plans macro, méso, micro, et qui peuvent être interprétés comme, à la fois comme des outils cadres pour la conception de situations pédagogiques, mais aussi comme des outils d'analyse ou comme pour réinterroger donc une situation qui serait préexistante. Alors, je vous montre ici un résumé de The Grid. Hein. Évidemment, on ne va pas prendre le temps de le lire, mais donc on retrouve bien les 3 phases et les 3 niveaux. Et je vous propose de découvrir The Grid par l'image avec un focus sur le niveau méso. Donc là, je vais essayer de l'agrandir comme ça. Alors, je prends l'exemple volontairement. Je vais enlever cette fenêtre qui me gêne, que vous ne voyez peut-être pas, mais que moi je vois. Donc, en fait, si on se repositionne, on s'aperçoit, donc là, on est bien au niveau méso et phase associative. Je vous parlais tout à l'heure de la continuité. Ben là, on a un exemple qui parle. On a bien une intention qui serait celle d'informer, qu'on associe à une modalité spatio-temporelle là, qui est simple, hein, qui serait asynchrone, parce qu'on considérerait qu'informer serait facile à faire donc à distance, de façon asynchrone. Et puis, dans un deuxième temps, on associerait une deuxième intention pédagogique qui serait celle de s'approprier, d'activer donc ce qu'on aurait donc découvert en amont lors d'une phase synchrone. Et lorsqu'on combine les deux, on a bien la continuité dont je voulais parler tout à l'heure. On a bien donc d'abord une intention associée à une modalité spatio-temporelle et ensuite on combine
ces deux premières entités entre elles, enfin ces deux, il peut y en avoir évidemment plein d'autres, et on obtient ce qui représente pour nous une forme de continuité. Alors là, vous allez me dire, bah, ça ressemble évidemment à la classe inversée, là. Mais donc, pour moi, la classe inversée est une des modalités pédagogiques qui peut servir donc à intégrer de l'hybridation dans ces cours. Mais ce n'est pas la seule. J'ai identifié, par exemple, le cycle de Kolb, la spirale Céphie. Donc, il y a pas mal de modèles qui peuvent aider donc à concevoir un cours qui tienne la route, entre guillemets, parce qu'il génère de la continuité en se basant sur des modèles ou des choses existantes. Donc, dans un deuxième temps, on arrive à la phase de structuration intégrative. Alors, je ne vais pas reparler ici des outils, on en a parlé tout à l'heure, mais évidemment, tout cela n'est possible que par les outils qui viennent soutenir, et c'est valable donc pour les deux autres états dont on va parler ensemble maintenant. Donc, on arrive au niveau méso, c'est le plus parlant pour les enseignants, hein, puisqu'on arrive directement à la scénarisation, donc soit de séquences, comme c'est le cas ici dans ce premier document qui est issu du CNAM, ou soit donc de séances, hein, comme c'est le cas donc juste en dessous. À nouveau, donc, soutenu par les nouvelles technologies. Et là, on n'oublie pas que cette phase de structuration intégrative, elle intègre un ensemble de stratégies donc, pédagogiques, d'évaluation et d'accompagnement. Et enfin, donc, la phase de structuration, la phase médiatique, pardon, qui permet donc de rendre disponible cette phase de structuration intégrative et à nouveau en intégrant, même si on ne voit pas sur l'image, donc un ensemble de choses visant à faciliter l'autonomisation et l'aide aux apprentissages. Alors là, c'est juste pour vous faire peur. En fait, on s'est amusé à faire le détail de ce que pourrait être le niveau méso, mais évidemment au niveau macro et au niveau micro. Évidemment, ce ne sera pas la version qu'auront à utiliser les enseignants, mais il était nécessaire de mener cette exégèse afin d'être en mesure de pouvoir avoir une vue générale et de considérer l'ensemble des aspects nécessaires pour une ingénierie d'hybridation. Alors, pour les enseignants, cela devrait vraisemblablement prendre la forme de réponses à apporter à des questions sur la forme d'un puzzle à constituer. À cette fin, on est en train de concevoir deux types d'expés. L'une visant à mesurer l'utilité, la pertinence, la complétude de The Grid avec, à l'aide d'un public d'experts en formation à distance et hybride. Et puis, un deuxième type d'expé qui vise à mesurer l'utilisabilité. Donc, est-ce que The Grid permettrait vraiment de faire ce pourquoi elle prétend donc aider? Est-ce qu'elle le fait bien et est-ce que les utilisateurs sont satisfaits du résultat? Alors, l'objectif de ces expés est de co-construire et de co-évaluer cet outil activable au sens de Nadine Mandran, à l'aide d'une méthode de conduite de recherche donc basée sur le design based research, hein, donc une méthode qui est pragmatique, ancrée sur le terrain, qui est itérative, et puis surtout qui intègre à la fois des gens qui s'amusent à chercher, qui veulent faire évoluer, et puis les praticiens. Donc, The Grid semble a priori, hein, je vous dis on va mener les expés, semble pouvoir devenir un outil cadre et d'analyse au service d'une méthode d'ingénierie donc multiniveau de l'hybridation pour aider les enseignants à passer d'une ingénierie que qualifierait, ou comme l'ont qualifié Peraya entre autres et Pelletier, d'artisanale, essentiellement de transposition, ou encore comme la qualifierait Josiane Basque d'embryonnaire, ce qui a été le cas pendant la Covid, où on s'est essentiellement axé sur le niveau micro et au niveau médiatique, enfin, sans même parler d'éléments d'autonomisation, hein, simplement la médiatisation. Donc, une ingénierie embryonnaire dans le sens où elle était axée que sur la médiatisation. Donc, on espère que ça puisse être un outil capable de faire face donc, à ce nouveau paradigme donc pédago-numérique et émergent. Et puis, on espère aussi que ça puisse au moins en partie aider donc les enseignants à s'approprier le concept de l'hybridation et puis à être une aide pour
lorsqu'ils veulent concevoir une situation pédagogique hybride ou lorsqu'ils veulent réinterroger une situation pédagogique hybride existante. On travaille également, donc, mais ce n'est pas l'objet, donc c'est simplement pour faire le petit focus. Donc, on va essayer d'aller plus loin en proposant un modèle d'assemblage de micro-scénarios qu'on a nommé grappe scénaristique, qui serait susceptible d'accompagner les enseignants en garantissant la continuité dont nous parlions tout à l'heure et en préstructurant leur travail. Donc ça, c'est le travail d'après. Voilà, donc pour ceux qui le veulent, télécharger l'article qui est paru donc, à KIPES, vous pouvez scanner le QR code ou si vous n'avez pas eu le temps, Jean-Marie ou moi-même pourront vous les redonner, vous leur donner dans le chat. Voilà. Il est déjà sur les notes de prise collaborative. T'inquiète. Donc, je te rends la main, j'arrête le partage. Évidemment, je clique au mauvais endroit. Non, tu n'arrêtes pas le partage, on va continuer à partager ensemble. Je ne sais pas, on est un petit peu nombreux, donc il y a des merci, parce qu'on n'applaudit plus effectivement en mode hybride. C'est plus compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de se lancer pour démarrer ou quoi ou qu'est-ce. On s'est posé les questions du comodal versus le modèle d'hybridation. Donc, il y avait effectivement des questions, comme tu disais, sur la multimodalité entre le comodal. Est-ce que la classe inversée, c'est le modèle ultime de l'hybride? Tu m'as un peu étonné en parlant de Kolb, parce que je ne voyais pas trop ce qui se passait là. En termes de modèle pédagogique, mais tu vas peut-être nous le dire. Et puis, tu as parlé de métascénarisation, que c'était aussi joli. Et puis, il y a une question sur les besoins des étudiants, focus sur l'expérience d'apprentissage, semble-t-il. Donc, beaucoup de choses. Alors déjà, les modèles hybrides. Et la question... du coup, j'enlève le chat, je te laisse me poser les questions. Ouais, vas-y. De toute façon, tu verras bien. C'est bien de voir sur le chat. La question, c'était les modalités hybrides, c'est ça? Oui. En fait, quand on analyse, alors à la base, ce que j'appelle modalité, parce qu'on est obligé au bout d'un moment de définir son vocabulaire, il y a ce qu'on appelle donc, les modalités spatio-temporelles, donc synchrone présent, alors le présentiel, synchrone distant, asynchrone. Et puis en fait, quand on combine cela, on arrive donc, alors l'asynchrone et le synchrone ne bougent pas, quoiqu'au Canada, on parle de synchrone autoportant ou de synchrone en cohorte, d'asynchrone en cohorte, c'est-à-dire en groupe ou alors seul. À cela, on ajoute l'hybride qui, à l'origine, était donc du présentiel avec donc des phases en asynchrone, l'hybride distant, où là, on combine donc du synchrone distant avec de l'asynchrone, le comodal que tu as cité tout à l'heure, et on pourrait même ajouter l'hybride synchrone, où on combine du synchrone présentiel et du synchrone distant. Donc, en fait, cet ensemble de modalités spatio-temporelles permettent par combinaison de faire tout ce qu'on vient de citer. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bon, on va voir si quelqu'un hurle. Ça n'a pas l'air, je ne vois pas de réaction quelque part. Donc, je regardais, alors, à un moment, tu as parlé de métascénarisation. Quelqu'un a noté ça. J'ai un petit onglet, les questions que ça pose, chat. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est très bien. Donc, je vois métascénarisation qui arrive au bout de ça. Je crois que tu parlais de Denis Berthiaume qui parlait de métascénarisation. C'est Denis Berthiaume dans un pédagoscope qui expliquait donc ces nouvelles... en fait, il fallait rajouter à la scénarisation existante une nouvelle couche. Et cette couche devait prendre en considération justement justement les modalités de formation qu'on vient évoquer, je devrais dire modalités de diffusion. Fallait que les gens prennent en considération quel rôle l'étudiant allait prendre. Est-ce qu'il allait être en autonomie? Est-ce qu'il allait être en collaboratif? Est-ce qu'il allait être tutoré lors de la conception donc, de la situation pédagogique? Le rôle de l'enseignant également. Est-ce qu'il va être simplement transmetteur? Est-ce qu'il va être coach, tuteur, animateur? Donc, Berthiaume, quand il parle de cette deuxième couche de scénarisation, parle de méta-scénarisation
moi, me correspondait assez bien, que je trouve assez pertinente pour évoquer donc, ce qu'il faut faire dans ce nouveau paradigme pédago-numérique. J'espère répondre. Très bien, très bien, très bien, très bien. Enfin, s'ils veulent plus d'éclaircissements. J'espère bien que quelqu'un va finir par prendre la parole et me faire taire, mais ça n'est pas encore le cas. Donc Véronique a posé une question sur le besoin des étudiants, le focus sur l'expérience d'apprentissage, parce que là, c'est vrai que tu nous décris quelque chose qui semble très ingénierie pédagogique ou descendant. Oui. Oui, c'est plus une petite réflexion, commentaire, question, bref. Pour moi, voilà, alors merci, hein, c'est très intéressant votre modèle, enfin voilà. Votre grille. Pour moi, l'hybridation vraiment pose la question de savoir de quelle manière on peut répondre aux besoins, enfin, de quelle manière on peut répondre aux besoins des étudiants, à leurs besoins pédagogiques, mais également tout ce qui est au niveau de l'interaction, de leur psychologie, etc. Parce que quand on est à distance, en asynchrone, il est assez difficile, sachant qu'il est plus difficile d'évaluer leur progression. Donc, je voulais savoir dans quelle mesure votre modèle peut fournir des outils pour... enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais... Si, je comprends bien. Voilà, c'est bien ça, hein, c'est comment répondre. Voilà. Alors, en fait, The Grid permettrait de répondre, je parle au conditionnel tant que les expés n'ont pas été menés, donc à deux niveaux. Le premier, quand on parlait de structuration intégrative, je vous disais que ça intégrait donc un certain nombre d'orientations et de stratégies, et notamment donc l'accompagnement et donc l'ingénierie tutorale. Ça suppose quand on fait la scénarisation pédagogique, comme vous le dites, hein, à juste titre, l'enseignement à distance et hybride requiert la scénarisation également tutorale de comment on va pouvoir effectivement accompagner les gens. Alors là, on peut se référer à Glickman, à Rodet, enfin, il y a un tas de gens qui ont travaillé donc, sur le sujet. Bon, alors il est vrai que Rodet, en enseignement à distance, il a fait des choses pas mal, mais ce n'est pas le seul. Voilà. Et puis le deuxième point, on y revient, c'est que dans la phase médiatique, il y a un ensemble d'éléments, on parlait tout à l'heure, ce que moi j'ai appelé autonomisation, qui permettent à l'étudiant donc de planifier donc, certaines actions. Alors, il y a tous les widgets, hein, qu'on connaît dans les messes, mais moi, je ne veux pas forcément orienter sur Moodle ou autre, même si c'est vrai qu'en enseignement supérieur, on a souvent la chance d'avoir des LMS. Je voudrais que les gens puissent s'approprier The Grid, quels que soient les outils donc, qu'ils utilisent ou qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent donc de planifier, de mesurer sa progression, et aussi un ensemble de guides, etc., sous forme d'outils d'objectivation, de journaux de bord, de blogs et autres qui permettent donc d'essayer, hein, parce qu'on va parler d'essayer, c'est pas évident, hein, d'atteindre ce but effectivement indispensable quand on est à distance. D'accord, oui, en effet, vraiment ce volet-là est très intéressant, l'autonomisation, donner les outils, les moyens aux étudiants pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils puissent avoir, enfin voilà, nous faire que ça soit plus transparent, si on peut se permettre cette expression, pour mieux connaître leur progression, mieux appréhender leurs difficultés, etc. Oui. Sachant qu'à l'Université Laval, on parle de comodal dans l'idée que c'est l'étudiant, c'est au choix des étudiants d'essayer de créer leur parcours hybride. Voilà. Donc, ça, oui. Ça laisse place à beaucoup d'autonomie, à l'autonomie et sa propre réflexion sur comment devrait être mon cours hybride, en fait. D'accord. Ouais. Est-ce que je me trompe ou est-ce que ton bout de travail que tu es en train de faire, tu parles d'une grille en parlant de The Grid, qui est une grille d'analyse et qui en gros donne un certain nombre de dimensions autour de la mise en place d'un dispositif pédagogique, mais en fait, tu as l'air d'avoir cartographié un peu toutes les différentes solutions, les différents outils, les différentes méthodes qui existent pour chacun de tes éléments de ta grille. Donc, en fait, tu vas beaucoup plus loin que simplement une grille d'analyse ou même une grille de conception qui organise la conception. Tu fais une cartographie ou je me trompe? Alors, en fait, à l'origine, The Grid était pour moi un espèce de snapshot. Je voulais comprendre, moi, ce qu'était l'hybridation vraiment, parce que
je ne voulais pas rester au niveau répliquer, appliquer, mais je voulais passer vraiment au niveau comprendre. Et donc, ça m'a obligé à prendre du recul et à me dire, mais c'est quoi l'hybridation? Et après avoir lu énormément de choses, après avoir suivi des dizaines de formations et de MOOC, de lectures, etc., ça a été ma vue, de ce qu'était l'hybridation, avec ses points d'entrée, etc. Et donc, c'est vrai qu'ensuite, j'ai essayé donc de détailler au grain le plus fin dans le détail. Mais au départ, pour moi, ce n'était pas vraiment un outil. Euh, c'est les gens qui m'ont amené donc à faire cette réflexion. Benoît, il faut vraiment que tu en fasses quelque chose, c'est vraiment bien, etc. À l'origine, c'était pour moi un snapshot pour comprendre ce qu'était l'hybridation. Mais du coup, tu as deux choses. Tu as une grille et un snapshot. Donc, quelque part, ce que j'appelle une cartographie. OK. Donc, ça va plus loin qu'une simple grille. Ça marche. D'autres questions? J'en vois une dans le... dans la liste des questions. Pour l'instant, je la laisse un petit peu en deuxième volet parce que c'est plus une question d'ouverture. Donc, s'il y a encore des gens qui sont plus orientés autour de la question de l'hybridation en tant que telle, du modèle, de la grille, de la future mise en grappe des scénarios. Je ne sais pas si quelqu'un avait envie de réagir. Moi, j'ai levé la main. Ah, bah, écoute, je ne vois pas trop les mains, donc c'est bien que tu la prennes de manière vocale. Vas-y, Roshan. Ouais, je sais pas, est-ce que vous m'entendez parce que je suis dehors là? Super bien, oui, oui. super bien. Ok, super. Fort et clair. Il y a du vent en plus. Ok, super. En fait, moi, je vais juste intervenir par rapport à la définition de l'hybridation. Et alors, je vais pas peut-être utiliser les mots académiques quand vous venez de les utiliser. Je vais utiliser mes propres mots. J'espère que je serai compris. J'ai l'impression que parfois, quand je suis dans des groupes de travail et tout ça, les gens, quand ils veulent définir l'hybridation, ils partent du principe que c'est souvent du présentiel ou du distanciel. J'ai l'impression qu'ils pensent beaucoup au blended learning. Or, pour moi, l'hybridation, c'est quand même au-delà de tout ça. C'est une sorte de mélange de modalités, d'ailleurs numériques ou pas, et puis formelles ou informelles, qui va en permettre de multiplier les activités pour les étudiants, pour les apprenants. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que si déjà on part du principe que ce n'est pas que du présentiel et du distanciel, on a un champ assez large d'intervention. Je prends un exemple, c'est une formation à laquelle j'ai participé il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, et dans le programme, il y avait on devait travailler d'ailleurs sur l'hybridation et dans le programme, il y avait quelque chose qui m'intéressait. C'est qu'en fait, il fallait qu'on avait travaillé en groupe et puis après, il y avait une partie où tout le monde est sorti dans la ville pour marcher ensemble et par paire, par binôme, on discutait un peu ce qu'on avait fait dans nos groupes respectifs. Et bien, pour moi, ça, c'est vraiment de l'hybridation. Même s'il n'y avait pas de numérique, même s'il n'y avait pas de distanciel ou quoi que ce soit, c'est vraiment varier ces modalités pour pouvoir arriver à construire, à co-construire quelque chose. Voilà. Je pense que tu as compris tout à fait l'esprit de la présentation. Alors en fait, n'est-il pas le mélange Alors en fait, pour répondre à ça, je me rebase à nouveau sur l'étude qu'ont faite donc Pelletier et Seguin en 2020. Ils ont étudié 622 textes, donc anglophones et francophones, pour justement donc s'apercevoir qu'il y avait, selon elles, 4 catégories là qu'on a citées tout à l'heure, mais je peux vous les reciter. Bon, certaines définitions sont vraiment très axées sur la modalité articulation présence-distance que vous disiez donc, dans votre propos pour débuter. Ensuite, d'autres sont vraiment donc issus de l'ingénierie, sont axés sur l'ingénierie pédagogique et tous les dispositifs technologiques pour les supporter. D'autres mettent le focus sur l'articulation présence-distance, mais par rapport aux stratégies pédagogiques. Et enfin, la dernière, c'est tout ce qui est relatif à des paradigmes émergents. Et donc, en fait, je ne vais pas vous les lire parce que c'est trop long, mais comme on le disait tout à l'heure, et puis Jean-Marie l'a mis donc à disposition, mais j'ai fait le travail de m'apercevoir qu'en fait, lorsqu'on analyse la définition qu'on a proposée,
on semble faire consensus avec ces quatre catégories. Et donc ainsi, on était assez content de ça, de savoir que notre définition de l'hybridation semblait donc regrouper ces quatre catégories, encore une fois identifiées parmi 622 textes. Voilà. Maintenant, les deux caractéristiques fondamentales que tout le monde connaît de l'hybridation, c'est la temporalité et la spatialité. Mais effectivement, comme vous le disiez, de façon non exhaustive, on peut ajouter donc le rôle de l'étudiant, le statut de l'étudiant, le rôle de l'enseignant, des méthodes et activités pédagogiques, des lieux, des informations ou du contenu formel, informel, effectivement. Donc, c'est pas exhaustif, effectivement. Donc, je suis en accord avec vous, il n'y a pas de souci. Juste une frustration, tu ne cites pas le papier en question dans ton papier avec UPES, mais je pense que je l'ai retrouvé. Hop. Le blended learning n'est-il pas le mélange des quatre modalités? Alors, blended learning, j'ai lu quelque chose. Alors, certains se sont amusés donc à essayer voilà. Et donc ça, c'était un texte anglais. Et la personne disait qu'ils utilisaient plus blended lorsqu'ils voulaient mettre une connotation plus englobant, d'arôme, enfin, tu vois, quelque chose de plus soft, de plus lissé, etc. C'était la distinction que je me souviens que faisaient alors je ne me rappelle plus des chercheurs, mais dans l'article que j'avais lu, en fait. Pour moi, en général, le blended, c'est un cours standard auquel on a rajouté une dimension de complément numérique, genre simplement le fait de donner des activités sur Moodle, ça devient du blended, quoi. C'est déjà un mix, c'est déjà l'idée du mix, effectivement. Ok. Alors là, maintenant, je regarde si quelqu'un lève la main. Parce que Roshan m'a appris à regarder au bon endroit. Et donc, si je vois... Ah, si, Pierre-Yves. Vas-y, Pierre-Yves, si c'est toi qui as posé la question en vert ou si c'est autre chose. Oui, non, tout à fait. Merci. Oui, c'était par rapport à la question autour des communs et savoir ce que Benoît ou d'autres, par rapport à ces questions-là, vous voyez arriver, émerger. Donc, je parle bien des communs numériques, des licences, des contenus sous licence. Voilà ma question. Si elle est claire ou pas? Non, excuse-moi, je n'ai pas entendu le début, le premier mot a coupé, donc du coup, après, je n'ai pas compris. La question des communs, de la mise à disposition des contributions de chacun. Donc, c'est effectivement un élément qui est fondateur dans le groupe. Donc, je sais très bien qu'on le remette. Je co-anime Animacop et ceci explique la question. Donc la question, la question, c'était l'hybridation par rapport à la mutualisation, c'est ça? Oui, par rapport à la mise. Oui, vas-y. Oui, tout à fait. Et peut-être plus précisément la mutualisation formalisée sous forme de commun, c'est-à-dire sous forme de licence Creative Commons ou autre. Est-ce que ça bouge? Est-ce que vous voyez bouger les choses? Alors, j'ai pas investigué vraiment cette partie-là, donc je peux pas vraiment vous répondre sans dire de bêtises à ce niveau-là. Donc, je préfère qu'il y ait quelqu'un dans l'assemblée qui peut-être aura la réponse. J'ai pas travaillé cet axe-là de mutualisation par rapport à l'hybridation. Ok. En revanche, Jean-Marie, si j'ai pas de bêtises, à QPES, il y avait ceux qui travaillaient sur le projet dont j'ai oublié le nom, avec les Learning Analytics. Le but, c'était ça. Il se basait justement sur un modèle de paquet pour des objets qui pouvaient prendre la forme de scénarios, de ressources vidéo, de fiches pédagogiques, hein, et qu'ils essayaient de mettre à disposition des autres. Donc, Jean-Marie pourra vous donner l'article. Ok, merci Benoît. J'ai mis en lien le lien vers la thèse d'Elżbieta Stanowska, justement, qui aborde un peu qui évoque cette question-là. Voilà. Tu l'as mise dans le pad, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Je pense que c'est en lien un peu avec ma question. Enfin, voilà. Mais merci Benoît pour le retour. C'est savoir si
s'il y avait des choses que l'on voyait de manière simple ou pas d'ailleurs. Donc, je pense qu'effectivement, il faut les investiguer. Ça, encore aujourd'hui, ça suppose de faire peut-être des recherches un peu spécifiques. Merci. Vous parliez je me permets d'intervenir du projet F13. Oui, Véronique. Je fais partie des intervenants. Ouais. Je fais partie du PPA qui pilote le dispositif d'accompagnement des enseignants en learning analytics. Ouais. Ça, heureusement que je n'ai pas dit de mal. Non, non, ouais. Non, mais je pense que c'est une question qui est entre guillemets perpendiculaire et qui est toujours la même sur les questions des ressources qu'on met à disposition et des choix qu'on fait par rapport à ces questions de partage qui sont importants et c'est pour ça qu'on a fait venir à chaque le premier webinaire à chaque fois de ce groupe-là, ça a été de faire venir Alain Marceau, qui est aussi co-animateur d'AnimaCup et qui nous rappelait l'importance. Laurent, j'ai pas dit Laurent? Laurent Marceau. Oui, j'ai bien dit Laurent Marceau. Enfin, je ne sais pas, ou alors j'ai bugué. Donc, Laurent Marceau qui nous rappelait effectivement l'intérêt, l'importance et les apports du travail de manière ouverte et de manière collaborative et de mise à disposition de partages sincères et en confiance qui sont importants pour pouvoir avancer. Donc à la fois, il y a toujours cette volonté-là qu'on rappelle et qui permet de faire des choses de manière différente et à la fois, on voit que c'est toujours difficile d'avoir des ressources qui soient vraiment réutilisables. Mais je pense que on pourrait avoir une démarche de couplage des deux questions en même temps. Ça pourrait être intéressant de voir quelles sont les sous-parties de la grille qui sont plus libres et celles qui le sont moins, sachant qu'effectivement, si on prend la question d'AnimaCup est posé à la fois la question des ressources et à la fois, quelque part, a fait le choix de mettre en partage des méthodes d'animation. Donc, en fait, là, ta ressource, ça devient de la méthode. Et donc, la mise en commun de la méthode permet aussi de retravailler ensemble sur ces questions de méthode. Donc, AnimaCup est un exemple. Il y a un truc très récent qui a été fait dans un autre riposte créatif qui est Riposte Créative Bretagne, si je ne me trompe pas, par Benoît Valory, un autre Benoît qui vient de refaire un nouvel outil justement pour sur ces modalités de travail en collaboration et donc d'outiller la collaboration. Donc l'objet s'appelle Utilo, la dernière mouture, on va dire, du moment. Donc il y a toujours des choses qui continuent à exister là-dessus et je crois que c'est important. Mais effectivement, est-ce que ça pourrait être une dimension de la grille? Ça pourrait être intéressant de se le poser comme ça. Peut-être une réaction là-dessus? Oui. Je me disais que sur l'hybridation, dans le sens que vous l'évoquiez tout à l'heure, si on va effectivement vers quelque chose d'un peu plus foisonnant, un peu plus divers, un peu plus de côté participatif, co-élaboré, on va dire, par les participants, là, fondamentalement, se pose la question de à qui appartient ce qui a été produit. C'est-à-dire qu'on sort aussi d'un cadre où est posté un contenu estampillé par une école et accessible à quelque chose qui est beaucoup plus flou et qui est vraiment quelque chose qui émerge de la co-construction, quoi. Est-ce que cette co-construction appartient à Pierre, Paul ou Jacques ou à l'ensemble? Effectivement, il y a la question, on arrive assez directement derrière sur la question de droit d'auteur et donc de licence, de questions à régler en tout cas, quoi. Donc ça me semble effectivement, moi, une piste assez intéressante, je pense, à creuser. En ce qui me concerne, si The Grid se révèle être vraiment pertinent, comme on l'espère, j'aimerais que ça puisse être accessible à tout le monde gratuitement. Je veux dire, voilà. Si jamais ça peut servir, tant mieux. Alors, pour mettre quelque chose, puisque là, on est sur les outils de conception et sur l'accompagnement des enseignants, juste un témoignage, parce que je pense qu'il rentre complètement dans le cadre de ce groupe-là.
quand on a travaillé, quand on a commencé à démarrer ce groupe-là, et la question était effectivement, mais pourquoi tout le monde redéveloppe son propre outil de soutien à Moodle, son propre outil de comment faire une classe inversée, ou etc., ou comment faire d'évaluation, hein. Typiquement, on avait on a un outil qui a été proposé au départ par, le nom m'échappe, de l'Université de Lausanne. C'est pas bien. Qui avait fait un livre ouvert, un livre blanc, et qui a été repris par beaucoup d'universités qui ont quelque part après repeint avec leur logo. Et la raison qui était expliquée par pas mal de cellules pédagogiques, c'était de dire que quelque part, en fait, dans le foisonnement de ce qui était disponible en ressources sur le web, les enseignants des universités avaient tendance à aller consulter les ressources qui étaient mises en avant par leur université, enfin, ou quelque part les ressources de leur université. Et donc, en fait, il y aurait un jeu à faire entre la ressource de l'université, la ressource relayée par l'université, conseillée par l'université, et une ressource qui serait copartagée par des universités. Quelque part, EB13 dit on travaille à 13, mais après, on fait un SPOC. Donc, il y a des contradictions dans tout ce truc, mais je pense que il faut continuer à en discuter et puis continuer à réfléchir et voir ce qui est efficace et ce qui permet d'avancer collectivement. Et je pense qu'il y a, du coup, il y a la question d'identifier des communs qui fassent sens, et la question d'avoir des outils spécifiques quand ça fait sens aussi. Voilà, donc je ne serai pas dogmatique sur ce sujet-là. Derrière tout ça, il y a eu plein de questions dans le chat, puisqu'on parle beaucoup. Véronique avait une question sur l'interaction machine. Je ne sais pas si elle veut réagir là-dessus, qui était rejointe par Dejan. Oui, enfin, toujours, pas vraiment question, une petite réflexion, c'est l'hybridation s'y pose à partir du moment où on a recours à des technologies éducatives, ces environnements numériques d'apprentissage, il est bien des questions on réfléchit, et il faut réfléchir encore plus à tout ce que cela engendre en termes de... je m'exprime mal, pardon. Par exemple, pour prendre tout ce qui est... on génère des traces numériques, donc comment on va gérer ça. Donc, penser l'apprentissage sur une plateforme numérique nous amène à repenser cette relation entre homme et machine, si je peux faire ça comme ça. Ok. Pas faux. Tu veux réagir là-dessus, Benoît? Ou quelqu'un d'autre, à la limite, ça serait tout à fait possible. J'avais découvert effectivement, et puis j'avais lu l'article lorsque je me suis inscrit à QPES, donc j'avais pris conscience effectivement de cela. Donc moi, les learning analytics, c'est pas effectivement non plus un champ que j'ai investigué, mais effectivement, à l'aide des résultats récoltés, on peut effectivement affiner sa façon de faire. Ouais. Donc ça paraît effectivement important, très important de pouvoir s'investir là-dedans. Bien, après, je vois... tiens, ça va démarrer. Chloé qui se demande si elle peut venir rejoindre ton travail sur le modèle d'assemblage des grappes scénaristiques. Ça m'amène à une autre question potentielle, tes expérimentations que tu comptes faire. Tu as besoin de monde pour aller faire des expés, pour valider l'utilité ou l'utilisabilité de ton modèle? Ça peut être bien, effectivement, lorsqu'on... Donc, en fait, pour la partie utilité, j'ai envisagé d'avoir à la fois des enseignants, évidemment, mais qui pratiquent, des enseignants qui pratiquent l'enseignement à distance ou l'hybridation, des experts, des conseillers pédagogiques, et puis également donc, des ingénieurs pédagogiques qui ont une grosse expertise là-dessus. Et puis, par contre, pour l'autre, donc là, oui. Donc, s'il y a des gens intéressés, ils peuvent me faire parvenir... et dans ce cas-là, ça me permettrait de constituer plusieurs groupes. Donc, c'est très bien parce que plus on a de groupes, mieux ça sera donc, pour la fiabilité des résultats. Et ce qui concerne les experts pour l'utilité, donc avec des enseignants néophytes aussi, mais là, ça sera plus facile à trouver effectivement que les premiers groupes à constituer d'experts.
Donc, s'il y a des experts par rapport au profil que je viens de dire, oui, ça peut être intéressant qu'ils te donnent les noms, et, enfin, qu'ils te communiquent leurs noms et que je puisse les récupérer et les solliciter au moment venu. Ouais. Je les remercie par avance. Bon, ben, rendez-vous est pris. Et après, il y a une longue... Bon, après, une question de Grégoire, que je vais lui laisser poser la question avec le micro. Si jamais il a un micro, ce sera plus convivial. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai écrit la question dans un premier temps aussi pour me la formuler, pour avoir une base après pour pouvoir en discuter, mais j'ai l'impression que le nerf de la guerre de ce que vous êtes en train de travailler, c'est quand même la continuité pédagogique, ou plutôt, en tout cas, c'est là que ça risque d'achoper si jamais c'est pas, il y a pas une concentration importante sur cet aspect-là. Et du coup, j'essaie d'imaginer concrètement la prise en main de votre futur outil. Et je me disais, est-ce qu'on peut y aller bille en tête si jamais on n'est pas spécialiste de la pédagogie et si justement la continuité pédagogique, ça ne nous parle pas trop? Et je me demandais du coup, alors moi je suis à Rennes 2 au pôle pilotage, donc j'ai plutôt un rôle de conseil dans le cadre de l'accompagnement et le déploiement de l'hybridation. Et je me suis dit, de mon point de vue, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place à Rennes 2 pour justement que ça parle un peu plus à la communauté enseignante enfin, qu'est-ce que c'est la continuité pédagogique dans ce cadre bien précis d'un futur déploiement d'un dispositif hybride. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question et si vous avez déjà des idées, des pistes de ce qu'on pourrait, peut-être une espèce de petite valise ou quelque chose de référence, d'éléments qui peuvent aider les enseignants et les enseignantes à après utiliser l'outil avec ça en tête pour éviter justement d'avoir à reprendre trop régulièrement les choses. Oui, alors, concernant The Grid, parce qu'après, vous avez vu, il y a un autre modèle sur lequel on travaille actuellement. Mais pour The Grid, effectivement, l'idée, c'est de... Alors, vous avez vu, ça peut aller très loin, mais l'idée, c'est de faire en sorte que les enseignants néophytes puissent s'approprier au moins le concept de l'hybridation et voir un cadrage ou une analyse pour quelque chose d'existant. En répondant à un certain nombre d'équations qui permettront de synthétiser cette expertise qui a été faite, et puis pour chacune des questions, leur soumettre des propositions ou des ressources qui leur permettront justement de pouvoir répondre. Donc effectivement, il va y avoir une idée de, je reviens à ce que Mme Mandran appelle donc un outil activable qui permet de servir de médium donc entre la connaissance et puis la personne. Et puis ensuite, elle appelle ça un instrument. Quand on est arrivé au bout, quand on a fait la synthèse donc de la connaissance et puis de l'outil activable, on arrive à l'instrument. Donc oui, ça c'est prévu dans les XP parce qu'effectivement, sinon ça serait pas gérable. Et puis effectivement, vous avez raison, les gens ne sont pas forcément des experts en pédagogie et donc ça serait difficilement réalisable. Donc, c'est tout à fait dans l'optique des experts donc de The Grid. D'abord valider la pertinence, etc., la complétude et autres avec des experts, et puis ensuite trouver l'outil activable, et j'ai déjà ma petite idée là-dessus, qui permettra donc à des néophytes de s'approprier la connaissance sans même avoir besoin d'être expert. Ouais. Ok, merci. De rien. Bon,